Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Si vous avez écouté les précédents épisodes du podcast, vous savez que cet été, je vous recommande d'essayer les livres audio sur audible.fr. Ma suggestion du jour, je la dois à une de mes précédentes invitées, Leïla, la fondatrice de la plateforme de bien-être Bliss You, que j'ai reçue dans l'épisode 6. Elle nous parlait du livre Foutez-vous la paix. Eh bien, bonne nouvelle, je l'ai trouvé en version audio sur audible.fr. Comme ça, vous pourrez laisser vos yeux se reposer ou admirer la vue, si vous avez la chance de l'écouter en bord de mer par exemple. Foutez-vous la paix, c'est une invitation à lâcher prise et à être soi-même. La version audio comporte une méditation guidée par l'auteur, Fabrice Midal. Pour l'écouter gratuitement, rendez-vous sur audible.fr et l'application du même nom pour profiter de l'offre d'essai d'1 mois. Et si vos oreilles en redemandent, faites un tour sur generationxx.fr/audiobookclub. Je vous ai fait une sélection. Et sinon, libre à vous de fouiller dans le catalogue de livres audio, podcasts et séries sonores d'audible.fr. Dans ce podcast, on parle d'entreprendre. Et pour moi, cela signifie monter un projet, qu'il soit d'entreprise, associatif ou artistique. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Anaïs Volpe, dont le projet est d'avoir monté un film de A à Z. C'est-à-dire qu'elle l'a écrit, réalisé, qu'elle joue dedans, l'a produit et distribué avec son équipe. Le film s'appelle Ace, H-E-I-S, et on y suit l'histoire de Pia, une jeune fille de 25 ans, dans ses questionnements sur son passé, son présent et surtout son avenir. C'est un film qui parle de jeunesse, de famille et de choix à faire. C'est très vif, ça parle beaucoup, et le mieux pour vous, c'est d'aller le voir, tout simplement. Dans cet épisode, je discute avec Anaïs de son premier rêve de devenir comédienne, de comment elle a jonglé entre des jobs alimentaires et sa passion pour le théâtre, de comment elle a appris à monter des vidéos grâce à des tutoriels sur YouTube, et puis de comment elle en est venue à réaliser des courts-métrages, puis Ace, son premier long-métrage. Dans cet épisode, on parle d'instinct, de débrouille, de ce qu'il faut pour tourner un film, de galère et de réussite. À la fin de l'épisode, continuez à écouter car un bonus vous attend. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi en ce samedi matin. Merci à toi d'être venue. J'ai vu ton film au début de l'été. C'était une projection organisée par les Petits Parisiens. Ouais. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur toi, sur ton parcours et comment t'en es venue à faire ce film. Alors j'ai lu que tu venais de Toulouse et t'es arrivée à Paris à tes 17 ans. Ouais, c'est ça. Du coup, je voulais savoir dans quel état d'esprit t'étais, qu'est-ce qui te faisait un peu envie et rêver à l'époque. Bah écoute, ouais, c'est ça. Je suis arrivée à Paris il y a 11 ans maintenant. Et je venais juste d'avoir mon bac. Ouais, j'avais 17 ans. Et à l'époque, j'avais vraiment envie d'être comédienne, particulièrement dans le théâtre. Mmh. Et donc, en fait, je suis venue ici dans une résidence étudiante. Tu vois, j'avais un petit logement étudiant. Et j'ai commencé des études de théâtre que j'ai très vite arrêtées. Pour diverses raisons, notamment aussi financières. Enfin, tu vois, il fallait que je travaille à côté pour pouvoir payer tous les à côté, quoi, la vie. Et donc j'ai arrêté mes études assez vite, mais en tout cas, j'avais vraiment envie d'être comédienne. C'est pour ça que je suis venue. C'était ma première. Et justement, quand t'as arrêté tes études, t'étais plutôt sereine sur l'avenir, parce que est-ce que ça a été un choix aussi difficile à faire? En fait, je pense que du fait que j'étais très jeune quand j'ai arrêté, j'avais cette sensation que tout était possible, dans le sens où j'avais cette sensation que si je me plantais, c'était pas très grave, parce que si je revenais sur ma décision 2-3 ans plus tard, finalement j'aurais eu peut-être 21, 22, donc c'était pas très très grave, quoi. Donc j'étais pas trop stressée. C'était un petit peu bizarre au début de me retrouver sans schéma en fait d'école, si tu veux, avec des objectifs d'examen au bout de telle et telle semaine. Et donc je me suis retrouvée à devoir créer un peu toutes ces limites, ces objectifs. Mais finalement, je pense que selon ma nature, j'imagine que c'était ce qui me correspondait le plus. Ça me faisait un petit peu flipper, mais c'est ce qui me boostait pour faire les choses, quoi. Et justement, je crois que dans une interview, tu dis que dans ton film, tu veux montrer une jeunesse volontaire qui a envie de faire des choses. Est-ce que ça te
décrivez, enfin, non pas que tu sois plus jeune, mais... Non, oui, je suis moins jeune qu'avant. Je suis moins jeune qu'à 11 ans, c'est sûr. Bah oui, je pense qu'il y a, ouais, de ça, 11 ans en avant, j'étais, je sais pas si c'est tellement que j'avais de la volonté ou quoi, ok, ça, je pense que j'étais vraiment inconsciente, quoi. Je dirais plutôt ça, sur le moment. J'étais suffisamment folle pour me dire que c'était totalement possible et je voyais même pas les difficultés, en fait, de ce métier. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire ça. Et pour moi, malgré toutes les difficultés, c'était pas envisageable que ça ne se réalise pas, quoi. Il y avait vraiment ça, je pense, qui me brûlait énormément. Alors, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué, on va dire, vers mes 24-25 ans. Quand là, finalement, l'excuse de l'âge, parce que tant qu'on a 17, 18, 19, 20, on se dit, bon, ça va, j'ai quand même le droit à l'erreur. J'avais cette sensation que j'avais beaucoup plus le droit à l'erreur. Vers 24-25 ans, c'est devenu plus difficile. Même au niveau de la crédibilité de ta famille, même de tes propres parents, qui te renvoient le fait que c'est peut-être pas normal, que tu n'es toujours pas un vrai métier, entre guillemets. Et donc, si tu veux, l'excuse de l'âge était de moins en moins possible. Donc là, ça a commencé à être plus compliqué. Mais c'était pas au début, finalement, que c'était compliqué. C'est après que ça l'a été. Mais en même temps, tu avais quand même des jobs. Enfin, t'étais pas juste... Bien juste sûr. entre guillemets, tu vois, aller faire des castings et ça marchait pas, c'était... Non, bien sûr, j'avais des jobs, mais c'est-à-dire que je m'épuisais quand même énormément dans ça parce que j'avais parfois 2 jobs en même temps, pas de vacances. C'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment fait une croix sur des vacances pendant, je dirais, 7 ans, 7-8 ans. Où tous les étés, je repassais en 35 heures avec des extras pour renflouer les caisses. À partir de octobre, j'essayais de repasser en 20 heures ou en 3/4 temps pour pouvoir justement travailler dans l'artistique à côté. Et puis ensuite repasser peut-être quelques mois en plus d'heures. Enfin voilà, j'ai jonglé avec ça pendant vraiment 7-8 ans. Donc je me suis beaucoup épuisée. Donc je pense que dans des moments comme ça, ma mère a pu me dire... est-ce bien raisonnable? Enfin, à quel moment tu vas te poser? À quel moment tu vas... c'est-à-dire qu'il y a toujours la pression un petit peu du regard des autres qui vont te faire... il y a toujours le questionnement de est-ce que tu vas percer dans ce milieu ou pas? En fait, est-ce que au bout d'un moment c'est de la folie? Ou est-ce que c'est vraiment concret en fait ce rêve? Et donc du coup, ce rêve artistique, il prenait quelle forme à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais? Le plus dur, c'est quand j'ai commencé la réalisation, je dirais, parce que là, je me suis vraiment... Enfin, je veux dire, tout ce que je racontais aux autres était presque impalpable. C'est-à-dire, oui, je suis en train de tourner un film, je suis en train de le monter chez moi dans ma chambre le soir. Tu peux pas vraiment montrer aux gens ce que t'es en train de faire parce que t'es dans une étape un peu trop embryonnaire, si tu veux, pour montrer. Et finalement, je faisais exprès de ne pas montrer quand c'était trop à un stade avancé parce que c'était mettre tout le projet en péril. Si c'est pour que les gens te disent je sais pas si c'est bien ou si ça vaut le coup, ça te mine le moral et donc j'ai tendance à ne parler des choses que quand ça devient de plus en plus concret et que je sais que les retours seront au pire constructifs quoi, mais vont pas me démolir quoi. Et donc vraiment de faire ce film un petit peu entre guillemets, on va dire en sous-marin, sans la reconnaissance de rien du tout, de personne, c'est-à-dire pas du tout les gens de la profession ne savaient pas du tout ce que je faisais et après autour de moi j'avais des amis artistes qui croyaient en ce projet, donc c'est ce qui m'a quand même beaucoup aidé. Donc ce qui après ça a été les gens qui m'ont suivi d'ailleurs sur ce film, les acteurs et l'équipe technique. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se faire comprendre et de convaincre les autres qu'on est sûr que ça va se faire et que voilà. Ouais. Mais justement là t'as fait un petit saut dans le temps parce que tu parles du moment où t'as commencé à faire ton film. Mais donc tu nous disais tout à l'heure que tu voulais devenir comédienne. Ouais. Je crois que t'as réalisé 3 petits films à partir de 2012. Ouais. Donc à quel moment t'es passée de vouloir devenir comédienne à écrire et monter des films? C'est vraiment le montage en fait qui a été le pont entre le fait de vouloir être comédienne et réalisatrice, parce que quand j'ai appris à monter, j'étais encore comédienne et dans le théâtre, ça marchait assez bien à ce moment-là d'ailleurs.
Et j'ai vraiment découvert le montage, et ça a été une passion. Ça a vraiment été une passion. Ça me défoulait, en fait, comme tu vois, comme tu peux faire du sport, parfois ça te fait du bien. Et ben, de temps en temps, de faire du montage, ça me faisait trop du bien. Enfin, j'adorais ça, quoi. Donc, ça m'est arrivé plein de fois de demander à une pote de me prêter un iPhone pour faire des rushs, pour avoir des rushs. Et juste, je m'entraînais à monter le soir de temps en temps quand j'avais du temps et quand ça me faisait, ça me faisait plaisir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un premier mini-film de 3 minutes pour m'entraîner à monter, puis un deuxième, puis un troisième. Et tous ces petits films ont eu une vie, en fait. Soit en festival, soit il y a eu un achat, une acquisition France 3 d'un des petits films. Et donc, en fait, tout ça a participé à m'encourager de continuer. Donc, j'ai filmé de plus en plus de rushs jusqu'à vouloir faire mon premier court-métrage de 20 minutes qui s'appelle Blast. Et ce court-métrage Blast a gagné un prix dans un festival international entre la France et la Chine. Et j'ai été invitée il y a 4 ans presque, je pense, par l'ambassade de France en Chine pour présenter ce projet là-bas. Et sur place, l'Institut français m'a donné une bourse pour que je prépare mon prochain projet en me proposant une résidence d'écriture et où j'ai commencé à filmer et où j'ai commencé à faire mon projet Ace, en fait. Donc en fait, c'est-à-dire que ce sont des portes qui se sont ouvertes et que j'ai décidé de ne pas fermer. C'est-à-dire que j'étais pas du tout à la base destinée à vouloir être réalisatrice ou à réaliser. C'est pas du tout quelque chose qui m'était passé par la tête, mais cette facilité, en fait, et des portes qui se sont ouvertes, ça a été un peu une évidence pour moi et j'ai voulu prendre ce chemin, quoi. Mais les portes, tu dis que les portes se sont ouvertes, mais t'es allée les ouvrir aussi, j'imagine. Ouais, mais au tout début, j'aurais tendance à dire que non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à faire du montage et j'ai mis les choses sur Internet et vraiment les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire les gens venaient, j'ai plus eu la sensation qu'on venait vers moi pour me dire, voilà, j'aimerais bien que ce film soit dans tel festival, ou bien j'aimerais bien prendre ce film pour telle projection, ou carrément j'ai une chaîne nationale française qui m'a contactée en me conseillant d'en faire une série. Et donc ils m'ont demandé de venir dans leur bureau et pour moi c'était assez impressionnant parce que finalement je faisais ça juste pour le fun. Donc là j'ai été surprise. Après par la suite quand je me suis mis vraiment à fond dedans, les portes les autres portes il a fallu que j'aille les ouvrir. Mais les premières se sont vraiment ouvertes. Enfin après c'est grâce à un travail aussi, c'est pas ça n'a pas été grâce à rien ou quoi aux caisses, mais voilà. Mais j'aurais pu à ce moment-là me dire oh non, je ne veux pas du tout être réalisatrice, je veux être que comédienne et je ne prends pas ce chemin-là et en fait à chaque fois, même quand j'ai réalisé mon premier court-métrage qui a été produit, c'était une mini-production, c'était un tournage d'une semaine, un film de 20 minutes, j'ai toujours eu cette pression, si tu veux, de me dire mon Dieu, je sais pas du tout comment faire, mais j'ai toujours fait, entre guillemets, semblant que je pouvais savoir le faire et j'apprenais à le faire en même temps, quoi, tu vois. C'est marrant, ça revient souvent, ça, dans les gens qui entreprennent des projets. Effectivement, à un moment, il faut faire semblant, et puis en fait, dans ton coin, tu vas chercher comment on fait. Ouais, voilà. J'imagine toi sur des tutos YouTube. Ouais, c'est ça. Le montage, je l'ai appris sur YouTube. Dès que j'avais une question, j'allais tout le temps sur YouTube, sur Google, voir des tutos, etc. Et puis, même là, je sens que d'année en année, de projet en projet, ce sont des steps différents, des marches de plus en plus hautes. Et à chaque fois que je suis dans un nouveau virage ou que ça va être une autre marche, je me dis mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Enfin, je suis toujours dans cette zone de doute. Mais il y a toujours un truc qui me dit allez, tu vas te booster et tu vas apprendre à savoir le faire. T'as pas le choix, ma grande. Donc tu trouves que ça vient de toi cette motivation justement dans ces moments de doute, dans les moments de down? Ouais, des moments de doute, il y en a toujours de toute façon. C'est vraiment quasi constant presque, même encore aujourd'hui. Là, tu vois, j'ai écrit mon prochain film. Et je suis terriblement, on va dire, préoccupée par le fait que ça puisse se réaliser. Tu vois, t'as toujours le risque que les financiers veuillent pas financer ça, que le film ne se fera jamais. Enfin, il y a tout un tas d'échelons à gravir entre le moment de l'écriture jusqu'à la diffusion du film, qu'il peut y avoir des bâtons dans les roues à n'importe quel endroit et
moi, j'espère juste que tout sera fluide et que tout va bien se passer, que tout va se faire. Mais ma pire peur, c'est que ça ne se fasse pas, qu'il y a un moment donné un truc qui coince et que le film ne puisse pas se faire. Et ça, c'est mon angoisse, quoi. Donc, t'es toujours dans le doute. Tu te dis, est-ce qu'on va me demander de faire des concessions artistiques pour que ça puisse se faire? Est-ce que, enfin voilà. Là, je suis dans ça, par exemple, en ce moment, tu vois. Et puis bon, quand j'ai des trop gros moments de down, je les vis, en fait. Souvent, ça dure 2-3 jours, mais je suis pas du style à me laisser trop abattre longtemps, en fait. C'est pas dans ma nature. Parfois, je suis grave dégoûtée, mais il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que vraiment, je crois que quand on reçoit des réponses négatives ou quand les choses ne se font pas, c'est vraiment que ça doit pas se faire à ce moment-là. Et je crois vraiment, j'ai appris à croire, moi, je crois que la vie, elle est bien faite, quoi, tu vois. Parfois ça coince et tu comprends beaucoup plus tard, même parfois des années après, pourquoi en fait à cet endroit-là ça a coincé. C'était pour que ça puisse des années après se réaliser de telle et telle manière. Donc ça t'apprend la patience, quoi. C'est la sagesse, quoi. Ouais, pourtant je le suis pas vraiment, mais je suis très impatiente, je suis très impulsive. Moi, si ça tenait qu'à moi, je voudrais filmer tout de suite, tout le temps. Il y a pas à chercher midi à 14h. Je viens du théâtre, donc dans le théâtre, j'ai travaillé avec des metteurs en scène où on t'apprend vraiment à être très très instinctif, même si on t'apprend aussi à avoir beaucoup de rigueur, mais qu'il faut pas chercher. Enfin, moi, je viens de cette école du théâtre, tout du moins, où on ne passait pas des heures et des heures à la table à décortiquer un texte pour savoir ce que l'auteur a voulu dire, même si c'est très très intéressant de faire de la dramaturgie. Je crache pas du tout dessus. Moi, ça me passionne, mais j'ai travaillé beaucoup avec des metteurs en scène qui nous disaient, bon, on va pas chercher midi à 14h, on va aller sur scène, on va tester, on va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et on ne va pas avoir peur d'aller se confronter à la scène tout de suite, parce que, voilà, j'avais des metteurs en scène qui estimaient que tout du moins de passer des mois en lecture et à la table, c'était un peu reculer le moment d'aller tester les choses sur scène. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué par la suite dans ma vie. Et là, par exemple, dans le cinéma, je comprends pas comment on peut passer, par exemple, 5 ans d'aller-retour sur de l'écriture de scénario. À un moment donné, le film, il sera bon ou pas bon, peu importe, mais il faut y aller, quoi. Ouais. C'est, on va pas, bon. Tu vois, de toute façon, il y a des gens qui aimeront et d'autres qui n'aimeront pas. Donc, bon. C'est un peu moi ma manière de travailler, quoi. Quitte à ce que ça soit pas parfait dès le départ, ou que ça soit même rien jamais n'est parfait. Ouais. Rien n'est parfait dans l'art. Enfin, ça veut rien dire de toute façon en soi que ce soit parfait en art. Ça m'a toujours fait sourire quand parfois on entend qu'il y a des maladresses des premiers films ou enfin, je veux dire c'est quand même marrant. Il y a des premiers films qui sont passés par plein de commissions de financement, qui ont passé plein d'étapes, qui ont été sélectionnés dans plein de concours de scénarios. Il y a eu un regard bienveillant et professionnel d'un producteur, d'un distributeur, d'un monteur. Et à la fin, des gens peuvent dire il y a des maladresses. Et en fait, je me dis il y a eu tellement de regards en amont sur des années de professionnels sur ce film et sur ce scénario. Ça remet en cause la maladresse de tout le monde dans ce cas-là. Je veux dire même pas que du réalisateur. Donc moi je pense que voilà, rien n'est parfait et rien ne le sera jamais. Donc let's go, quoi. Ton projet Ace, donc c'est le nom de ton premier film. Tu l'as monté de A à Z et c'est pour ça que j'avais d'autant plus envie d'en parler avec toi parce que pour moi c'est la définition d'entreprendre, enfin c'est-à-dire de monter un projet. En plus c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. On sent qu'il y a tes tripes dedans. Et t'es passé du coup hors du cadre de la production habituelle. Donc je dirais que le cadre de la production habituelle, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est d'écrire donc un scénario, d'aller chercher des financements, que ce soit auprès du CNC par exemple, le Centre National du Cinéma, ou et d'aller chercher une chaîne. Il y a un producteur qui va en fait s'occuper de réunir ces financements. Ensuite, il faut le faire distribuer pour qu'il aille en salle, pour qu'il aille à l'international, etc. Et donc toi, donc t'as quand même eu cette aide, donc cette bourse que t'as eue pour écrire le film. Ouais. Et après, t'as tout fait en système D. Ouais. Et alors, du coup, ma question, c'est comment tu décrirais cette expérience? Eh ben, ça a été vraiment une expérience très très enrichissante, énormément, parce que du coup, comme je n'avais pas fait d'école, on peut considérer que ça a été un petit peu mon école, quoi, de
de toucher un petit peu à tout. La question de l'autoproduction sur ce film, ça a été un vrai choix. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé cette question de est-ce que je vais voir un producteur pour faire ça dans les règles de l'art, dans le schéma vraiment classique. Je savais que comme je n'avais quasiment rien fait avant, 3 mini-films et un court-métrage, que déjà j'allais passer un temps fou à trouver un producteur qui veut bien produire un film comme celui-ci, qui est quand même très entre guillemets, enfin je pense qu'il est assez particulier dans sa forme. C'est pas du tout une forme classique qu'on a l'habitude de voir au cinéma, ouais, donc ça aurait demandé beaucoup de confiance de la part d'un producteur qui ne sait pas qui je suis. Donc déjà j'étais assez réaliste sur ce point-là. Si j'avais trouvé comme par exemple quelqu'un qui veut me suivre, un producteur ou une productrice sur ce film, je savais aussi que les financements auraient été assez longs à lever parce que encore une fois je n'avais rien fait avant, donc on ne sait pas vraiment d'où je viens, le projet est assez atypique, donc je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. En fait, ce qui prend du temps, c'est de convaincre toutes les parties qui vont mettre de l'argent dans le film. Voilà, ouais, de convaincre déjà un producteur de vouloir défendre ce projet, ensuite par la suite de convaincre plusieurs étapes de financement, de financiers, d'aide, voilà, pour lever des fonds. Mais ça c'est le travail d'un producteur plus que d'un réalisateur, mais il faut quand même qu'il y ait une osmose entre les deux pour que justement ça puisse bien se passer et s'imbriquer. Et donc en fait, comme c'était un film Ace sur l'urgence, j'avais peur que cette urgence se tasse avec les années que ça aurait pris de trouver quelqu'un qui veut accompagner, plus de lever les fonds. Donc admettons ça aurait pris 2, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Je pense que l'urgence n'aurait plus du tout été la même. J'aurais eu envie de raconter même une autre histoire, d'autres problématiques. Ouais, donc, parce qu'il y a le risque de se lasser aussi. Ouais, il y a un risque que on grandit aussi, donc on n'a plus envie de raconter la même chose à 24 ans et à 28 ans. Donc je me disais c'est dommage, ça va tuer le projet, cette attente. Et en plus, au-delà de ça, comme c'est un film qui parle de la jeunesse qui se débrouille même avec pas grand-chose, je trouvais ça très intéressant de le faire en système D et de le faire avec pas grand-chose et en débrouille totale avec les personnes aussi qui m'ont accompagné sur ce projet, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné beaucoup de force et qui ont été suffisamment fous aussi pour suivre ce projet. Et je pense notamment aux comédiens principaux, donc à Mathieu Longat, à Alexandre Desanne, à Kéla Sari, Emilia Deroux-Bernal, voilà, qui ont toujours été très présents, qui m'ont beaucoup inspiré. C'est vraiment des acteurs formidables. Et aussi à l'équipe technique très réduite. Alexandre Desanne, donc un des acteurs principaux, a co-cadré le film avec moi. On s'est réparti beaucoup les tâches sur la post-production. Et Emilia Deroux-Bernal, une des actrices, a créé sa boîte de distribution pour pouvoir distribuer le film par la suite. Donc on a été vraiment, je l'ai commencé seule et je l'ai fait seule, ce film, aidé de gens qui m'ont accordé du temps et qui ont été très généreux. Et puis après, par la suite, pour le diffuser, on l'a terminé ensemble, la vie du film, quoi, tous ensemble, avec cette équipe. Ouais, d'ailleurs, la projection où j'étais, il y avait l'équipe qui était là. Ouais. Et c'était complètement la débrouille parce que j'ai lu que tu travaillais le matin au Café de la Paix et que l'après-midi t'allais sur le tournage. J'ai beaucoup travaillé pendant toute la construction du film. Je travaillais toujours à côté. Donc je travaille au service petit déjeuner cet été-là, Café de la Paix, de 6h du matin jusqu'à midi ou 13h, un truc comme ça. Je me souviens, je mangeais dans le métro entre midi et 2, l'après-midi on tournait. C'était rock'n'roll, quoi. Tu m'étonnes. Mais encore une fois, je pense aussi que ça correspondait bien à l'âge que j'avais à ce moment-là. Non pas que je sois devenue vieille, mais parfois 4-5 ans de plus, on le sent. Et là, à l'heure actuelle, maintenant, je crois pas que je serais capable de le faire. Ouais. Donc à ce moment-là, je devais avoir 25 ans et j'étais vraiment dans la fougue de vouloir le faire. Ça me brûlait, mais c'est vrai que de mener tout ça. Après, j'ai fait beaucoup de choses sur ce film, non pas pour m'attribuer toutes les tâches, mais plus pour ne pas rémunérer de gens. J'ai fait le montage déjà parce que ça me passionne et puis parce que ça aurait été trop compliqué compte tenu de la forme du film d'expliquer à quelqu'un comment est-ce que j'imagine le montage. Finalement, ça aurait pris plus de temps que de le faire moi-même. Et puis en plus, un montage comme celui-ci,
on ne prend pas quelqu'un sans le rémunérer, quoi. C'est pas. Mais il faut voir le film pour comprendre. C'est voilà, ça il faut voir le film. Il est très. Ouais. Tu rentres dans la tête de la personnage principale, Pia. Enfin, il y a des ouais. plein d'images qui n'ont rien à voir en fait avec la scène et tout. C'est très hyper rapide, très saccadé. Effectivement, on sent. On sent ton énergie derrière et effectivement qu'il y a ta patte et c'est pas, tu dis pas à quelqu'un de le faire, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Et puis après, c'est vrai que il y avait très peu de gens sur le tournage parce que voilà, je suis quand même pour le travail rémunéré. Donc on était une équipe très très réduite de tous bénévoles dessus. Et c'est des gens que j'estime énormément et que je n'oublie pas par la suite pour les prochains projets. Ça, c'est important. Et quand t'as commencé le film, ça te paraissait une montagne ou tu t'es à nouveau pas trop posé la question? Non, ça me paraissait pas une montagne. J'avais comme quand je suis arrivée à Paris à 17 ans, j'avais absolument pas conscience de tout ce qui allait m'attendre. Sinon, encore une fois, ça rejoint aussi l'esprit du théâtre, ce côté on va sur scène et on verra bien et on teste et c'est-à-dire que avant de faire quelque chose, je conscientise pas beaucoup les problématiques et ce qui va être très compliqué. Déjà parce qu'il y en a plein que je ne soupçonne pas du tout. Et d'autres que j'occulte totalement. Donc donc ça m'aide à me lancer dans le truc. Et comme j'aime bien terminer ce que j'ai commencé, ça c'est important. Tu vois, ça c'est un truc que pendant très très longtemps dans ma vie, je commençais toujours tout sans rien terminer et je crois qu'il y a eu un switch vers mes 25 ans, je me suis dit à partir de maintenant, c'est quelque chose que je m'impose, tout ce que je commence et je le termine quoi. Ouais. Ça c'est un truc c'était plus possible, tu vois. Il fallait que je coupe ce schéma de merde parce que sinon ça allait être ça toute ma vie quoi. Et donc oui, je soupçonnais pas du tout les difficultés de faire un film jusqu'au bout. J'ai l'impression, et vraiment ça c'est vraiment terrible, mais plus tu avances dans le processus de faire un film, plus c'est compliqué. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il y a quoi par exemple comme truc compliqué? C'est-à-dire que nous, en plus pour le coup, comme on a tout fait tout seul, c'est-à-dire que d'habitude je pense que d'autres gens s'occupent de ça. Donc tu le vis de loin, mais c'est déjà plus simple peut-être à vivre de loin que vraiment dedans. Mais par exemple, quand le film était terminé, il fallait faire tous les sous-titres, donc on s'est réparti les tâches avec Alexandre Desanne, donc un des acteurs principaux du film, 3/4 d'heure chacun, faire tous les sous-titres en anglais. Et là, je me suis rendu compte que parfois dans le montage, on n'avait pas le temps de lire et le sous-titre et de regarder l'image, donc il a fallu que je remodifie un petit peu mon montage en fonction des sous-titres. Mais après, la question s'est posée de mais en version française sans les sous-titres, est-ce que du coup c'est vraiment le bon montage ou est-ce que à quelques secondes près ça casse pas un peu le rythme qui a été du coup créé maintenant pour les sous-titres, et encore ça c'est vraiment du détail technique pur et dur, mais il y a tout un tas de difficultés. Après, il faut trouver de l'argent pour faire un DCP. Le DCP, c'est ce qui va permettre au film d'être lu dans un cinéma. Il y a le format DVD, Blu-ray, et DCP, c'est pour la lecture au cinéma. D'accord. Il y a les inscriptions en festival, il y a comment est-ce qu'on va réussir à sortir le film tout seul sans l'agrément du CNC, parce que du coup c'était un film l'agrément du CNC, c'est ce qui permet de prouver que tout a été fait dans les règles de l'art et que les gens n'étaient pas bénévoles dessus. Et du coup nous on n'avait pas cet agrément, et de ne pas avoir l'agrément quand on sort un film, c'est compliqué, ça demande 10 fois plus d'énergie quoi. Donc là, c'est vrai que je te cite pas toutes les difficultés parce que c'est déjà pas mal. En fait, t'as dû faire tous les boulots à la fois, la réalisation, le boulot du producteur. Tout. Le distributeur, enfin tout quoi, ouais. Ouais, distributeur, c'est plus Emilia Deroux-Bernal, donc une des actrices principales qui vraiment s'est retroussé les manches et a décidé de ne pas laisser ce film dans un tiroir et s'est dit, parce qu'il y avait plusieurs distributeurs français et même américains, mais américain, c'est encore une autre histoire, mais des distributeurs français qui voulaient le film, en tout cas qui étaient intéressés par le film, mais comme on n'avait pas l'agrément du CNC, eux, pour faire dans les grandes lignes, et je prends quelques raccourcis pour que ce soit plus simple, sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais concrètement, s'ils distribuent un film qui n'a pas l'agrément du CNC, ils perdent des aides. D'accord. Du CNC, voilà, bon, pour faire très très simple, hein, je prends des grands raccourcis, et donc je les comprends. Ils ont besoin de ces aides. Dans le cinéma, on est parfois tous à
à tous les niveaux de la chaîne dans une économie assez complexe. Donc en fait, le truc, c'est que nous, on avait besoin pourtant d'un distributeur pour avoir un maximum de salles. Voilà. Sachant que ce n'est pas du tout illégal de distribuer un film sans l'agrément du CNC. Oui. On a eu un visa du CNC qui dit qu'on a totalement le droit de l'exploiter. Donc, Emilia a créé sa boîte de distribution. Elle s'est dit, on va le distribuer nous-mêmes. Et donc, elle a appelé tous les cinémas dans toutes les villes pour essayer d'avoir une place dans leur programmation. Elle a réussi à nous avoir déjà une 30aine de salles. Et on a décidé de se limiter à un seul cinéma par ville pour tenir le plus longtemps possible dans chaque cinéma. Mmh. Et on est content parce que le film est sorti depuis le 5 avril et il est toujours en salle. Là, à Paris, il est toujours au cinéma le Luminor Hôtel de Ville. Enfin, on est super content parce que c'est assez rare de tenir longtemps en salle, quoi. Mmh. Et alors du coup, moi j'ai l'impression qu'on a parlé de toi un peu partout. Quand je préparais ce podcast, du coup j'ai lu et vu tout ce qu'on a dit sur toi. Ça t'a ouvert des portes, d'autres portes? Oui, énormément. Je dirais même que déjà depuis l'année dernière, puisqu'en juin 2016, le film a été sélectionné au Los Angeles Film Festival. C'est vraiment la première projection mondiale a été à Los Angeles. Et en fait, on a gagné le prix du jury dans la compétition internationale. Et on a eu beaucoup d'articles aux États-Unis. Et c'est là vraiment que ça a commencé à m'ouvrir des portes. J'ai pas mal de producteurs qui m'ont contacté. Et dont un avec qui j'ai eu un énorme feeling. Après, j'ai pris mon temps parce que je savais que j'aurais pas le temps d'écrire tout de suite l'année qui allait suivre, puisqu'il y avait la distribution du film. J'avais pas mal de festivals aussi. Il fallait accompagner le film à chaque fois en festival, etc. On a été énormément sur les routes finalement depuis pendant un an, entre les festivals à l'international et la tournée des cinémas en France. On a tout le temps été en voyage avec l'équipe du film. Et donc ça m'a ouvert ces portes-là. En fait, aujourd'hui, je vais être accompagnée par un producteur sur le prochain film et j'en suis vraiment très très contente parce que pour le coup, pour ce film Ace, c'était très intéressant de le faire en système D, mais tous les films ne peuvent pas se faire en système D. Là, c'était intéressant parce que ça servait le propos. Mon prochain film en système D, ce serait du suicide. Enfin, ce serait dommage. Ça desservirait le propos pour le coup. Alors, je dis pas qu'il faut un énorme budget non plus, mais il faut un petit peu plus de budget. Et puis même, je pense qu'il est temps pour nous tous de cette équipe de travailler en étant payés, quoi. C'est clair, bien sûr. Donc du coup, ton futur projet, c'est ce qui t'occupe aujourd'hui à 100%, là? Oui, il y a toujours la distribution de Ace qui prend du temps, parce que du coup, même si c'est Emilia qui a créé la boîte, on travaille tous un petit peu dans l'équipe sur ça. Et donc là, on a encore quelques dates, je crois. Là, il y a une pause cet été, mais on a encore des dates de tournée, il me semble, en septembre, en octobre. Et ensuite, on a encore quelques festivals dans lesquels le film est sélectionné début 2018. Donc là, on va se relayer. Parfois, j'envoie Alexandre de Sannes, parfois c'est Emilia qui va en festival, parfois j'y vais quand je peux. Et puis pour le reste du temps, voilà, c'est l'écriture du prochain film qui me prend beaucoup de temps là. Je suis en pleine écriture. Et t'as prévu des vacances aussi un peu? Oui, je me suis prévu 10 jours de vacances là. J'ai hâte. Ouais, c'est important. Faut savoir débrancher un petit peu le cerveau, quoi. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi. Merci beaucoup. Comme je vous le disais en intro, voici donc le bonus de cet épisode. Pour la première fois dans Génération XX, vous allez entendre une voix masculine. C'est celle d'Alexandre de Sannes, qui joue dans le film Ace et qui a aussi pas mal aidé Anaïs en backstage. D'ailleurs, dans le bonus, Anaïs est toujours là, et tous les deux nous parlent de leurs pires galères et plus beaux souvenirs avec le film, ainsi que de leurs inspirations. C'est très spontané et j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! Donc on est maintenant dans la partie bonus du podcast. C'est la première fois que je fais ça et c'est la première fois qu'il y a un homme qui va parler au micro de Génération XX. Donc Alexandre, bienvenue. Bonjour. Il n'y a pas de pression. Non, pas de pression. Bonjour. Donc du coup, je t'invite aussi à ce micro parce que Anaïs a parlé de toi dans le podcast. Tu joues dans le film.
D'ailleurs, je sais pas si c'était clair, mais Anaïs aussi joue dans le film, elle a le rôle principal. Un des 2 rôles principaux. Yes. Et donc, du coup, t'as aussi aidé à co-cadrer, et tu suis le projet en allant aussi sur les tournées, aux projections, etc. Et du coup, toi, comment tu décrirais ton expérience autour du film, que ce soit la préparation, tournage et déjà, donc déjà par rapport aux autres comédiens, j'ai travaillé un peu plus sur le projet et dans le sens où moi ça me fait plaisir en tant que comédien de autant travailler devant la caméra et aussi derrière et de voir comment ça fonctionne dans les coulisses. Donc j'ai aidé Anaïs à co-cadrer le film. Donc j'ai co-cadré le film, j'ai fait le site web du projet, j'ai aidé à la post-production du projet, c'est-à-dire on a fait les sous-titres avec Anaïs, je l'ai assisté au montage, enfin elle a fait le montage, moi j'étais juste là pour faire toutes les backups techniques, les copies des rushs, les copies du son, tout, s'assurer que tous les bancs de montage étaient sauvegardés là où il faut. Parce que quand tu entreprends et que tu mets toutes tes tripes, toute ta vie dedans, t'as pas envie de perdre le truc juste parce que la carte mémoire elle a lâché. C'est vrai qu'on avait plein de disques durs externes dans au moins 4 appartements différents, de personnes différentes. On pensait aux dégâts des eaux, au potentiel incendie. On était sur les nerfs, quoi. On était parano, mais normal. Chaque modification du projet, il fallait dupliquer toutes les sauvegardes sur les bons disques durs parce que on n'est pas à l'abri d'un plantage et tu peux te planter. C'est vrai qu'on y pense pas, c'est un truc auquel mais moi aussi j'y pense, tu sais, quand j'enregistre un podcast comme ça, ma peur c'est que déjà de pas avoir allumé un des 2 micros. Ça une fois ça m'est arrivé au tout début, j'étais non. Et la carte mémoire, c'est clair? Non, la carte mémoire, elle peut lâcher la base. Tu sais pas, grave. C'est vrai que j'avais toujours peur qu'il y ait en pleine nuit un dégât des eaux, un truc comme ça, et que le disque dur il soit dead et tout. Ah non, là, franchement. Et donc du coup, oui, post-production, comédien, et après il y a eu toute la partie festival. Ça a été aussi un projet où, je veux dire, en tant que comédien, c'est rare que toute une équipe se déplace partout avec le réalisateur ou la réalisatrice. Dans tous les événements en général, le réalisateur il part avec son producteur et un des acteurs principaux. Non, là Anaïs elle tenait que toute l'équipe soit là. Donc on est tous partis à Los Angeles, on est tous partis à Bordeaux, on est tous partis à Angers. Et ça c'est vraiment c'est une chance en tant que comédien de justement de vivre tous les coulisses, tout ce que normalement le réalisateur et le producteur normalement c'est destiné à eux, mais là c'est tout le monde et c'était vraiment bien. On était vraiment une petite troupe et non, sur ce coup-là c'était un très 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 bon moment, un grand moment de partage justement avec toute l'équipe. Et sinon pour les galères, qu'est-ce qu'il y a eu comme galère? Il y en a eu plein des galères. On n'entreprend pas, on peut pas entreprendre et faire des trucs et ça marche du premier coup, c'est pas possible. C'est clair. Déjà pour les disques durs. Donc déjà il y a eu par exemple Anaïs au début a monté sur son iMac et puis on s'est rendu compte que la capacité de son disque dur était pas assez importante, donc du coup j'ai dû aller acheter un disque dur. Je suis parti en acheter un, sauf que je me rendais compte que la capacité était pas encore assez élevée par rapport à tous les rushs qu'on avait, parce que justement le tournage a duré 3 ans, mais il y a eu des rushs, pour tout dire il y a 3 téras de rush. Il y a 3000 gigas de rush. Ça correspond à quoi, attends? Comment dire? C'est énorme. En général, quand t'as un MacBook, ton disque dur, il a 500 gigas. D'accord. Voilà. Et là, j'ai 3000 gigas. Voilà. Après, en grosse galère, par exemple, qui peut faire rire les gens, c'est que à 2 jours de la sortie nationale en salle, le tout dernier DCP qu'on a fait, vraiment le dernier avec le générique mis à jour, les derniers remerciements mis à jour, le numéro de visa du CNC, etc. Donc c'était ce film, c'était ce DCP là, voilà. La dernière version. 2 jours avant la sortie nationale, on le teste, la voix est désynchronisée de 3 secondes par rapport à l'image partout sur le film. Et je peux vous assurer qu'avec Emilia, on a eu des sueurs froides parce que c'était très compliqué, on était dans une économie plus que réduite.
Moi, j'étais au boulot. C'était... Vous m'avez appelé, vite, faut choper un disque dur, il faut, hop, on se rejoint entre midi et deux, je te donne le disque dur, va chez un tel, dans un autre labo, il va le faire en speed. Oh là là, c'était... Et comment vous avez fait, du coup, il fallait tout, enfin... Je me souviens plus trop, c'est une période que j'ai voulu totalement occuper de moi. Je me souviens d'avoir été dans une détresse psychologique assez intense à ce moment-là pendant 48 heures. Mais bon, on a réussi, hein. Je crois que la veille, on a réussi à retester le nouveau DCP, mais là, franchement, on était en intensité max, hein. Mais il fallait que ça marche. C'était très très dur, hein. Il n'y avait pas le choix. Le film c'était là, sortait on se liquéfiait, hein. La veille de la sortie, là, c'était pas possible que ça ne marche pas. Donc, il a fallu regarder encore le film en entier. Pour la 80 millième fois. S'assurer que tout est bien calé. Ouais. Et pareil, mais juste avant la sortie nationale, il y avait le problème des affiches. Les affiches, on devait faire 5 affiches format cinéma, donc c'est du 1m40, 1m60 x 1m40, je crois. Ouais, c'est super grand et il fallait trouver un imprimeur En fait, c'est parce qu'on avait un bleu particulier aussi sur l'affiche. Non seulement on avait la contrainte des sous, on avait aussi la contrainte du code couleur à respecter. Toutes les imprimantes en France même ne font pas ce code couleur que on avait décidé de choisir avec la graphiste qui est une amie d'enfance qui s'appelle Clémence Huyghe. Et vraiment, ça a été un casse-tête. On avait enfin trouvé un imprimeur qui était un très bon ami, qui pouvait nous faire des affiches avec cette couleur. Et en fait, sa machine s'arrêtait à 1m50, je crois, alors que... Une dimension juste avant. Tout petit peu avant. Ah ouais. Alors qu'on avait besoin d'1m60. Et que ça allait se voir en fait dans tous les trucs où ils mettent les affiches avec tous les films. On allait être le seul film dont il manque un bandeau de un peu la honte quoi. Donc bon, ça aurait été Pipo et Molo font du cinéma. Donc bon, donc il a fallu retrouver en urgence quelqu'un d'autre qui pouvait avoir cette couleur dans l'encre, etc. Enfin, ça a été une galère sans nom. Copy print qui nous ont sauvés. On est parti, on a besoin d'imprimer ça dans la soirée pour demain. Est-ce que c'est possible? On me dit ouais, pas de problème. Oh là là, génial. Voilà. On les a mis dans le générique, donc merci encore à vous. C'est clair. Et aussi, il y a quelqu'un qui nous a énormément aidé sur le projet et sans qui, d'ailleurs, la sortie n'aurait pas été possible. C'est une business angel qui s'appelle Louise Cosra, qui est aussi productrice. Sa boîte de production, c'est Web Spider Productions, et qui a décidé d'être mécène et de nous donner un petit peu d'argent pour tout ce qui allait être les frais de DCP, d'affiches, d'envoi, parce qu'après il faut envoyer toutes les affiches et tous les DCP dans tous les cinémas. Donc en fait voilà, elle nous a aidé à couvrir tous ces frais. Et voilà, ça a été une super business angel qui nous a permis ça quoi. Et Steven Goutti qui nous a aidé. Steven Goutti, c'est un mixeur son. Ouais. Et en fait, juste avant la sélection au Los Angeles Film Festival, on cherchait un auditorium pour pouvoir mixer le son pour que quand tu arrives au cinéma, t'as un son nickel, harmoniser tout le son du film. Et lui avec son studio Yellow Cap Studio, il a pris le risque de mixer le film en 2 jours. Alors que normalement c'est 1 mois minimum. Normalement un long métrage c'est 1 mois. Il nous a dit bon allez je vais vous aider, je vous fais ça en 2 jours non-stop et il l'a fait. Et merci beaucoup. Grâce à lui le film au niveau sonore c'est nickel, c'est équilibré, c'est parfait, c'est pour le cinéma. Merci beaucoup Steven Goutti. Quel travail d'équipe. C'est beau. Et du coup le meilleur moment. Allez, vous en choisissez un, je pense qu'il y en a plein. Mais... Moi, le meilleur moment, c'est la toute première projection publique à Los Angeles. On est tous là-bas, public américain. On flippe parce que justement, le film il est bavard, il y a des sous-titres, c'est français. Tu te dis bon, les gens ils vont pas comprendre. Bon, c'est pas grave, on reste dans la salle et finalement ça rigolait, ça pleurait et c'était beau quoi. On devait présenter le film, c'était la première fois qu'on allait tous là-bas et c'était fou, c'était vraiment on a été super bien accueillis en plus. C'est un très 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 bon festival indépendant aux États-Unis et ils nous ont mis bien. Voilà. Ils nous ont mis bien, c'était vraiment bien. Et toi Anaïs? C'est vraiment compliqué de choisir
le meilleur souvenir, vraiment, c'est presque de la torture parce qu'il y en a tellement eu que je dirais que si je peux me permettre d'en dire deux très rapidement, parce que c'est vraiment deux choses clés en fait très intenses que j'ai vécues. Le premier, c'est Los Angeles parce que c'était la première fois de ma vie en fait que j'allais montrer un film d'1h30, la première fois que je montrais mon premier long métrage. Donc il y a des premières fois partout dans ce truc. Donc première fois à LA, donc c'était vraiment très très intense quoi. Le deuxième, c'est le jour J de la sortie, le 5 avril, le jour J où ça y est, ton film il est référencé sur partout, sur Allociné, ça y est, les médias en parlent, tout le monde s'approprie en fait un petit peu le film en tant que spectateur en disant ce qu'il a pensé ou pas. Tu reçois énormément de messages bienveillants, encourageants de plein de gens et c'est vraiment un jour je m'attendais pas du tout à vivre ça et ça a été ça a été très intense quoi, très très intense. C'était l'accouchement quoi. Ouais. En tout, ça vous a pris combien de temps alors du coup de faire ce film? En fait, à la base, c'était une série, c'était destiné à être une série donc c'est toujours d'ailleurs une série de 5 épisodes de 11 minutes chacun qui ne sont pas en ligne sur internet pour ceux qui se posent la question parce qu'on attend encore des potentiels achats de chaînes et de web chaînes donc c'est pour ça que ce n'est pas en ligne sur internet. Mais d'ici la fin de l'année, on aimerait le sortir, ça c'est sûr. Donc la série d'abord a pris 1 an. D'accord. Et une fois que j'avais terminé la série, j'ai décidé de finalement en faire un long métrage. Et c'est là que j'ai commencé le tournage de la version long métrage. Et quand là ça a pris 1 an de plus. Et quand le long était terminé, je me suis rendu compte que la série était devenue très complémentaire. Donc j'ai décidé de pas l'annuler et de la laisser. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le tournage du long métrage, la série faisait la tournée de pas mal de festivals. Donc le projet commençait déjà pas mal à vivre depuis 2014-2015 en version série. Et que c'est aussi décliné en installation artistique qui s'expose en galerie d'art ou dans des cafés galeries d'art et que ça vivait aussi depuis l'été 2015. Donc je dirais que le film en soi, il s'est terminé en septembre 2015. Septembre 2015, j'ai fini le montage. Ensuite, la post-production a pris du temps et le premier festival a été en juin 2016. Après, il y a eu pas mal de mois en festival et puis la sortie. Donc, tout le projet dans sa globalité, c'est 3 ans à peu près. Est-ce que vous avez envie de faire du cinéma toute votre vie? On a respiré en même temps de la même manière. Moi, je dirais que, en fait, j'adore créer. Donc que ce soit par finalement le biais du théâtre, que ce soit l'écriture, que ce soit le cinéma, entre guillemets, peu importe le média. Peut-être qu'un jour j'aurai même plus rien à dire et plus besoin de m'exprimer et donc je ne ferai plus rien du tout. Donc je ferai autre chose. Tu vois, c'est pas de toute façon, je sens que je suis pas réalisatrice parce que j'ai envie d'être réalisatrice. Je sens plus que je fais des films parce que j'ai besoin de me réconcilier avec des choses et donc du coup ça s'exprime de cette manière-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me pose peut-être pas énormément de questions parce que c'est un besoin, c'est vraiment une nécessité. Donc le jour où ça me brûlera pas parce que j'en ai pas besoin, peut-être que j'arrêterai. Enfin, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'adore pour l'instant faire ça. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Tant que j'ai envie de le faire. Et moi, le cinéma m'intéresse. Et puis, pareil, j'ai pas envie de faire que ça. À côté, je fais de la photo. Donc, du coup, si je peux faire des expos photos à côté, si je peux montrer mon travail autrement. Et puis, à côté aussi, j'ai réalisé des courts-métrages avant, je vais en refaire sûrement. Donc, pas forcément qu'en tant que comédien, aussi à la fois en tant que réal et photographe. Mais en tout cas, oui, le cinéma, ça m'intéresse énormément, oui. Et j'ai envie d'en faire toute ma vie. Et pas que ça. Avant qu'on enregistre, tu me disais que, à toi Alexandre, que il y avait une fierté d'avoir travaillé avec Anaïs pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle est, et aussi parce que c'est une femme et que ça te plaisait d'être sur ce type de projet. Ouais, complètement, parce que... C'est pour ça que t'as ta place. C'est pour ça que t'as gagné le droit d'être ici aujourd'hui, Alexandre. Bah ouais, parce que... Mais blague à part, c'est vrai, parce que je veux dire... Anaïs, elle a fait un film
enfin un projet cross-média qui est à la fois une série, un long métrage, une installation artistique. Les 3 volets du projet sont indépendants. Il y a une cohérence entre les 3. Elle a moins de 30 ans. Elle l'a fait toute seule. C'est une femme. Je veux dire, je pense qu'elle devrait avoir du soutien de beaucoup de personnes. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, c'est la seule. En France, avec ce profil-là, c'est la seule. Et je pense que ça ferait du bien aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de voir que déjà la jeunesse française se porte bien, en fait. Je veux dire, il y a pas de, on est toujours là à dire putain, les Américains ils sont forts, regarde, lui il a 15 ans, elle a 16 ans, elle a fait son truc, c'est trop bien. Non, c'est vrai, c'est trop bien, mais je vous jure qu'en France il y a des personnes aussi comme ça, et je pense que et c'est aussi le devoir pas forcément que des femmes qui doivent parler des femmes qui font les choses, mais aussi les hommes devraient aussi en parler, parce que je trouve que c'est nécessaire. Enfin, moi j'ai 2 sœurs, donc j'ai entouré de femmes, donc forcément forcément ça change ma vision, donc c'est normal. Ouais. Donc moi je suis très content quand je vois une femme qui fait quelque chose, et encore plus quand c'est une femme qui fait quelque chose et qui arrive à dire à des hommes, voilà, j'ai besoin que tu fasses ça pour mon projet. Et en fait je pense que les hommes ils doivent juste se dire, mais oui, en fait je dois servir le projet, je dois mettre mon ego de côté. En fait il y a pas de genre c'est une femme qui me donne un ordre, je sais pas quoi. Oui, parce que c'est vrai que dans le cinéma c'est quand même typique du cinéma. Enfin, si je peux me permettre de faire une parenthèse, il y a quand même, sans rentrer non plus dans le stéréotype, parce que il y a pas que ça, bien évidemment. Je voudrais pas que ce soit interprété comme un vieux raccourci que je prends, mais il y a beaucoup de gens, de gars, d'hommes dans la technique, et qui on sent que c'est quand même compliqué de leur demander. Enfin, c'est pas de leur donner un ordre, parce que moi je donne pas d'ordre dans mon travail, je travaille pas comme ça, mais il y a t'as toujours cette sensation qu'ils pourraient le prendre comme ça. C'est un peu complexe. Après bon, c'est pas franchement mon cas, parce que je me suis toujours entourée de gens super bienveillants avec qui je m'entends trop bien, donc même quand on travaillait sur le tournage de Ace, on n'avait jamais l'impression de travailler, quoi. C'était toujours les vacances entre guillemets. Pourtant, cours de récré, c'était organisé. C'était toujours très organisé, très organisé, très sérieux. On finissait toujours en avance. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on s'éclatait, quoi. Mais oui, parce que Anaïs, en fait, la manière de travailler d'Anaïs, c'est très simple. Elle nous file le texte, on le travaille en amont, on le répète en amont, on le répète, et à force de répéter, en fait, on devient amis avec les personnes avec qui on travaille. Et en fait, ça devient très fluide, ça devient très logique. Quand on parle, on se questionne, t'as l'impression que c'est improvisé alors que tout est écrit, en fait. Ce qui fait que quand on joue sous la direction d'Anaïs, on n'a pas l'impression de travailler, on est là, je suis comme si j'étais avec un pote et on parle. Mais tu sais que ça se ressent dans le film, et justement, je me souviens que quelqu'un avait posé la question, avait demandé est-ce qu'il y a de l'improvisation, et vous avez dit non. Tout est écrit. Tout est écrit. Parce que c'est tellement fluide, et ça fait pas, on a essayé d'écrire des langages de jeunes, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. C'est parce que Anaïs, elle a écrit le truc comme elle le dirait, comme elle l'expulserait de sa bouche. C'est normal, en fait. Je veux dire, elle va pas dire bon, lui, il va dire ça comme ça. Non. Après, c'est vrai que c'est tous les comédiens du film, je les ai tous rencontrés dans un cadre professionnel. Ils m'ont tous inspiré. Et j'ai tendance à ne pas trop faire passer des castings ou quoi. Généralement, c'est des gens que j'ai croisés dans ma vie qui m'inspirent, et j'écris pour eux. Donc, à force de les voir, je vois tout de suite un petit peu comment ils fonctionnent. Donc, je sais un petit peu comment ils s'expriment, tu vois. J'écris un petit peu en fonction de comment ils parlent. Je m'inspire de ça pour que ce soit un petit peu plus simple après pour eux. Et puis là, ça vient aussi du théâtre, mais l'exercice de répétition pour moi est plus que nécessaire. C'est vrai qu'on entend souvent, je ne fais pas répéter pour laisser plus de spontanéité ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est vrai, enfin ça marche dans certains cas, mais pas toujours. Et moi, je suis plutôt de l'école de la répétition, et que pour répéter, par contre, ça vaut le coup de répéter beaucoup pour oublier justement le texte, pour oublier les déplacements. Il faut le faire énormément, de manière à ce qu'après le jour du tournage, les comédiens, quand on tourne, ils l'ont tellement fait que c'est super libre. Enfin, pour eux, c'est super fluide, c'est en eux, quoi, c'est ancré. Donc voilà, c'est vrai que c'est important pour moi de beaucoup répéter avant le tournage, quoi. Et pour finir, je voulais vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous inspire? C'est très large, mais ça peut être une personne, un livre, un film, un voyage, ce qui vous passe par la tête.
C'est la question la plus dure au monde. Ah ouais. C'est dur parce qu'on a toujours envie de dire des milliards de trucs à chaque fois et tu sais, il y a rien qui te vient quand on te pose cette question. Et dès que le micro est coupé, on se dit en fait j'aurais pu te dire ça. Moi, ce qui m'inspire, déjà, je dirais que c'est les gens qui bossent beaucoup dans l'ombre, enfin dont on connaît pas forcément le nom, je veux dire, tu vois, qui ont pas des métiers médiatisés et qui font des choses héroïques tous les jours, tu vois. Ça, c'est peut-être cliché de dire ça, mais par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour les pompiers. Je sais qu'on est quoi, ça fait bizarre après tout ce qu'on vient de dire, mais parce que nous on s'attend à un film, à un truc. Mais pourquoi pas? Mais j'adore. Non, mais c'est vrai que parfois on décore des gens, des acteurs et tout, et je trouve ça trop bien. Mais moi, je me dis plein de fois, mais pourquoi on décore pas des gens, tu vois, qui se lèvent tôt le matin, qui font des trucs de fous, qui font. Et il y a tellement de gens qui bossent, on les connaît pas, et ils font des. Enfin, ça c'est important, je trouve, de pas l'oublier, et parce qu'on se retrouve vite dans une bulle avec beaucoup de gens qui sont connus, qui. Enfin, moi, je viens d'un milieu où personne n'est connu dans ma famille, où tu vois, les gens ont des métiers très simples autour de moi, très classiques, et je trouve que c'est important de pas l'oublier. Donc ça m'inspire beaucoup. Et puis, ce qui m'inspire, c'est j'adore la peinture, j'adore aller au musée, la musique. Je dirais que c'est le truc artistique qui m'inspire le plus, c'est la musique. Voilà. Et toi, Alexandre? Moi, en inspiration, c'est très très large aussi. J'ai envie de dire, bon, je vais te répondre par catégorie, on va dire. On va dire en musique. Bon, moi, je suis danseur à la base, donc du coup, en musique, je suis un peu ouvert à un peu tout ce qui bouge. Avec une préférence pour la soul et le rap bien underground de New York, underground. Sinon, en termes de cinéma, moi j'ai grandi avec les Jean-Claude Van Damme, les Bruce Lee, les Jackie Chan. Donc je vais pas dire Godard ou Truffaut, je vais pas faire le menteur. Hein, moi c'est ce que je regardais quand j'étais petit. Hein, c'était. Après c'est un peu tout. Après, comme voilà, je fais de la photo, donc je regarde. J'ai vraiment un œil, j'ai l'œil ouvert tout le temps. Je regarde vraiment les gens, tout ce qui se passe dans la rue, tout. Je laisse rien passer vu que j'ai toujours avec mon appareil photo. Ben d'ailleurs, tu l'as vu. Et puis voilà, non, mon inspiration, ça peut venir de tout, vraiment. Ouais. Et puis on est beaucoup aussi dans une ère d'inspiration. Je veux dire, on sent qu'on commence. Enfin, chaque personne, on s'écoute beaucoup plus. Les gens entreprennent beaucoup plus, créer leur café, créer enfin, tu vois, leurs rêves. Donc ça, c'est tout ça qui est inspirant. Ça, ouais. Tu vois, même déjà que tu viennes là ce matin, c'est inspirant. Tu vois, c'est parce que je te vois avec tes micros, t'installes ton truc, c'est génial, tu vois. Et ça donne envie de faire. On est là, on fait, mais regarde, elle vient faire son truc. Et ben vas-y, ben ouais, ça fait plaisir en fait. C'est. Ouais. Il y a plein de trucs qui sont inspirants. Et puis là, on pourrait sortir dans la rue. Il y a un nouveau café qui vient d'ouvrir. Une fille qui est super motivée de créer son café. Ça va m'inspirer aussi. Et je trouve ça bien. En plus, il y a de plus en plus. Enfin, c'est de plus en plus dans l'égalité. Il y a autant de femmes que d'hommes qui se donnent cette possibilité. Et ça, c'est cool parce qu'il y a pas si longtemps que ça, encore quelques générations avant nous, c'était pas comme ça. C'est quoi. Clair. Et ça, c'est chouette. Bah merci beaucoup, c'est une parfaite conclusion. Merci vraiment. Merci beaucoup à Anaïs et Alexandre de m'avoir reçu un samedi matin et de s'être confiés à mon micro, c'était un très beau moment. Je partagerai avec vous la bande-annonce de Ace sur les réseaux sociaux et le mieux c'est d'aller directement suivre la page Facebook et Instagram de Ace, donc H-E-I-S, et de vous rendre sur leur site internet ace.fr, H-E-I-S.fr, pour en savoir plus sur le film et trouver une séance pour aller le voir bien sûr. J'espère que cet épisode et son bonus vous ont plu, j'attends vos retours sur Instagram, Facebook, @generationxx.podcast et sur Twitter, @generationxxp. Continuez à parler du podcast autour de vous et merci comme toujours pour votre soutien très précieux. Merci aux podcasteurs pour le matériel et sur ce, je vous dis à très vite. Salut!